Vous endossez donc la casquette de journaliste pour les 9 prochaines minutes. Bonjour Aurore Berger, bienvenue dans le Journal Inattendu. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, rapporteur du projet de loi sur l'audiovisuel, la culture, donc c'est aussi votre sujet. Vous connaissez l'œuvre de Patrice Lecomte ? Oui, je la connais. La fille sur le pont est probablement l'un des films qui m'a le plus émue dans ma vie. Donc je suis très intimidée d'être interviewée par vous aujourd'hui. Vanessa Paradis. Ne soyez surtout pas intimidée. J'ai dit, quand on m'a dit qui aimeriez-vous rencontrer pour cette émission, et j'ai répondu j'aimerais bien rencontrer un homme ou une femme politique, quel que soit, de quel bord que ce soit. Ça n'avait pour moi aucune importance. Vous ne les représentez pas tous et toutes, non, heureusement. À vous seul, bien sûr que non. Mais je ne suis pas très politisé, du moins je ne suis pas très engagé, je ne suis pas militant. Mais je me pose tout le temps une question de base par rapport aux hommes et aux femmes politiques. Et cette question, elle est la suivante. Alors, on va dire une femme politique, mais donc chez un homme politique. Ça va pour les deux. Chez un homme politique, quel est le pourcentage ? Vous êtes obligé de me répondre avec sincérité, sinon c'est pas rigolo. Et c'est pas provoquant de ma part, rassurez-vous. J'attends la question. Non, mais quel est le pourcentage d'ambition personnelle et d'ambition nationale ? Je crois qu'on ne peut pas mentir et on ne peut pas faire croire qu'il n'y a pas une part d'ego, une part d'ambition, une part d'orgueil quand on a envie de s'engager dans la vie politique. La question, c'est au service de quoi on le place. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que soit on le place juste au service de soi-même et de son ambition personnelle, et je crois que ça se voit assez vite. Et je crois que ça se voit d'ailleurs assez vite dans cette campagne. On voit assez vite ceux qui ont une expression sincère ou ceux qui clairement trichent par rapport à ça. C'est ça qui, moi, me trouble beaucoup. Enfin, me chiffonne, et le mot est faible, c'est que ça se voit, effectivement. Vous avez raison. Les gens qui sont sincères, les gens pour qui c'est un éventuel sacerdoce, et les gens qui ne pensent qui roulent pour eux, en fait. Mais ces gens-là font partie du paysage politique. Et c'est quand même inquiétant, parce que nous, on est une population, et on n'a pas envie d'être dirigé ou coaché par des gens qui roulent pour eux. On a tous envie que les hommes et les femmes politiques roule pour nous tous. Il suffit alors peut-être de choisir, puisque ça se voit tant que ça, il suffit alors peut-être de choisir directement ceux qui nous semblent les plus sincères. Oui, d'éviter ceux qui sont insincères. Et puis il y avait une autre question que je voulais vous poser. Est-ce que il vous est arrivé dans votre vie de femme, dans votre vie d'être humain, autant que dans votre vie politique, de dire excusez-moi, je me suis trompé? Oui, bien sûr. C'est vrai? Ah, bien sûr. Mais vraiment? Ah oui, public, non, mais vraiment, et en public, et sincèrement. Mais en fait, je crois que, en tout cas, ce que nous, on a essayé de changer depuis 5 ans, c'est déjà qu'on est parti du principe, en tout cas, moi, c'était le mien au moment où j'ai été élue, de dire ça peut ne durer que 5 ans. Je peux n'être députée que pour 5 ans dans ma vie, et c'est déjà exceptionnel au sens premier du terme que d'être députée de la nation. Et c'est pas grave. Ça doit durer que 5 ans. Et ça, je crois que c'est une vraie rupture par rapport à ce qu'on avait auparavant. Ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de sincérité ou qu'il n'y avait pas d'engagement, mais ça veut dire qu'avant tout, on pensait d'abord au mandat d'après. On pensait d'abord à sa réélection et à la capacité qu'on avait à durer. Parce que c'était une vraie carrière, durée pendant 20 ans, pendant 30 ans, parfois plus. Parfois, souvent, ont été interviewés des gens qui ont été les plus jeunes députés, les plus jeunes maires, les plus jeunes conseillers départementaux, et qui sont un peu moins jeunes, 30 ou 40 ans après, mais qui sont toujours au même poste. Et je crois que ça libère beaucoup, et que ça permet d'être aussi plus sincère dans ses convictions et dans l'expression de ses convictions, si on n'est pas en permanence obsédé uniquement par une chose, qui est comment je fais pour être élu. Et donc, comment je fais pour être fidèle à telle ou telle partie. Pardon de vous couper, ça ne se fait pas, c'est pas poli, alors que j'ai reçu la meilleure éducation. Mais pour en venir à la vraie question, est-ce qu'il vous est arrivé de dire « Excusez-moi, je me suis trompé ». Si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai le sentiment, comme dans la vie d'ailleurs, c'est pas que dans la politique bien entendu, j'ai le sentiment qu'il y a souvent, en tout cas parfois, des gens qui savent qu'ils font fausse route, qui savent qu'ils ne sont pas dans le vrai, mais qui ne le reconnaîtront jamais, comme si c'était déchoir que de dire « je me suis trompé ». Or, moi, il a fallu un peu de temps pour que je comprenne que c'était utile, que c'était bien de dire « excusez-moi, je suis trompé ». Chaque fois que sur un film, par exemple, je prends une décision et je me dis « mais non, je fais fausse route », et que je dis à l'équipe « excusez-moi, je me suis trompé », personne ne m'en a jamais voulu de reconnaître que j'étais dans l'erreur. Au contraire, je crois que et j'adorerais que de temps en temps, les hommes et les femmes politiques à la télévision, publique, dans des débats, disent
excusez-moi, je me suis trompé. Alors peut-être qu'aujourd'hui, jamais. À l'heure des réseaux sociaux, c'est plus facile de dire excusez-moi, je me suis trompé, parce qu'il y a des captures d'écran qui ressortent souvent et qui disent vous aviez dit ça il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Vous avez fait face déjà à ça, Aurore Berger? Non, mais il y a la mémoire, ça c'est sûr. Qu'aujourd'hui on est plus facilement soumis à ça. On a les archives après, maintenant. C'est aussi quelque chose de très culturel en France, le rapport qu'on a à l'échec. C'est pareil pour un chef d'entreprise. Le fait de faire faillite, ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise, mais on est un peu marqué au fer rouge quand on échoue. Et donc c'est très difficile culturellement aussi de dire je me suis trompé. C'est pas la même chose que de dire je ne sais pas. Et c'est pas toujours évident à dire aussi quand on fait de la politique. Il y en a beaucoup qui n'osent pas dire je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à la question qui m'est posée parce que justement, je ne sais pas tout. Et c'est la même chose avec je me suis trompée. C'est je ne suis pas infaillible. Et à la fin, vous élisez des hommes et des femmes. Et donc, oui, on peut évidemment se tromper. La question, c'est encore une fois, comment on a pris cette décision? Pourquoi on l'a prise? Pourquoi on l'a prise à ce moment-là? On le voit bien au moment de la crise sanitaire. Quelles ont été les motivations qui nous ont conduits à un moment à agir de telle ou telle manière? Et peut-être qu'on a fait fausse route. La question, c'est en effet de ne pas s'entêter dans ces cas-là si à un moment on s'en rend compte. Et juste une dernière chose, mais merci d'avoir répondu avec sincérité avec ces questions qui vous travaillait. Enfin, ça me travaille, ça ne m'occasionne pas des insomnies, mais c'est vrai que je pense à ça tout le temps. Souvent, quand je vois des gens à la télévision, des gens du paysage politique, je me dis, mais merde, mais pour qui faut... Bref, on ferme ça. Et vous êtes député depuis peu de temps, pour 5 ans, pour plus. Quel est pour vous votre scénario idéal? Comme si j'étais la fée Clochette, j'ai un coup de baguette magique. Sur la campagne présidentielle? Pardon? Sur la campagne présidentielle? Non, sur les 30 ans, les 40 ans que vous avez devant vous, les 50 ans, enfin le temps que vous avez devant vous, c'est-à-dire votre carrière, parce qu'on parle de carrière, votre carrière avenir, à vous, votre scénario politique idéal, ce serait quoi? Déjà, le scénario politique idéal, c'est la réélection du président de la République. Ça vous surprendra pas, mais pour moi, c'est un point. Mais parce que c'est un point de départ. Parce que dans un moment de tension telle, il y a des gens face auxquels, en fait, vous savez, souvent, on nous met en accusation en disant vous souhaiteriez avoir tel ou tel candidat face à vous. Moi, j'aurais préféré et je préférerais que certains ne soient pas face à nous au second tour, qu'on n'ait pas ces face à face qui, pour moi, sont extraordinairement inquiétants pour le pays. Mais on n'est pas non plus responsable du fait que d'autres partis, malheureusement, vous évoquez par exemple un Macron-Le Pen ou un Macron-Zemmour. Oui, bien sûr, parce que je pense que ça aide pas à la clarté des choix, à la clarté des choix politiques, parce que ça veut dire que beaucoup de Français seront conduits à faire des choix par défaut, parce qu'ils ne souhaiteront pas, et heureusement, que Marine Le Pen ou Éric Zemmour soient président de la République demain. Rien que cette question-là, et le fait de le prononcer est quand même assez affolant. Mais j'aimerais qu'il y ait cette clarté-là, déjà. Vous avez raison, moi j'ai été anéanti à chaque élection présidentielle, sauf la dernière, j'ai été anéanti de voter contre. Et moi, je rêvais de voter pour. Bien sûr. Et ça conduit beaucoup de Français à ne plus voter. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'à un moment, en permanence, on leur demande de renoncer finalement à la libre expression de leur vote parce qu'ils n'adhèrent pas au projet politique. Pourquoi viendraient-ils? Et je pense qu'il y a d'abord ça dans l'abstention. Et il y a aussi, au-delà de la sincérité que vous évoquez, est-ce que les hommes ou les femmes politiques, ils ont encore de l'impact sur le cours des choses? Et moi, je reste persuadée qu'on a encore de l'impact dans la manière avec laquelle on s'engage et dans les décisions qu'on va prendre. Mais si ça, on n'est pas capable de le démontrer, de le prouver et de le faire avec authenticité, avec sincérité, alors il ne faut pas s'étonner que les Français, à un moment, ils n'aient juste pas envie de se déplacer. Aurore Berger, en février 2017, je crois, vous avez rejoint Emmanuel Macron avant son élection. Quand est-ce qu'il va officialiser sa candidature de président? Bientôt. C'est-à-dire mais c'est pas moi qui vais l'annoncer. Bientôt, mais je crois que de toute façon, les Français ont bien compris qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Oui, et ils n'en doutent pas. Puisque tout le monde l'a compris, pourquoi ne le dit-il pas? Parce que entre le meilleur journaliste du genre à ma droite, au Mali et les risques qu'on a en Ukraine, c'est vrai qu'un président de la République qui au débotté dirait oui, je suis candidat, alors qu'il vient de faire ce type de déclaration, ça paraîtrait peut-être aussi un peu baroque. Donc c'est aussi quel est le bon moment pour dire ce qui n'est quand même pas anodin, à savoir je suis président de la République, mais oui, je souhaite un second mandat et dire pourquoi faire aussi, parce que c'est aussi ça qui est attendu. Merci beaucoup, Aurore Berger, pour votre sincérité et d'avoir un peu répondu, je crois, aux questions de Patrice Lecomte aujourd'hui. Dans un instant, on a une petite surprise pour vous, Patrice Lecomte. Un indice, le dessin. À tout de suite.